Alors, God bless America. mon petit globetrotter, God bless America, Raphaël. raconte-nous, c'est quoi le motocross aux US? Elf, si tu veux, viennent de se mettre en place. Elf USA viennent de se mettre en place aux États-Unis sur la côte Est. Et du coup, d'entrée, partenariat avec l'épreuve de motocross la plus célèbre, la plus ancienne quasiment. Iconique. Ah bah oui, Unadilla. Unadilla Motocross, alors pour les puristes, ça a commencé par les Nations en 1987, dans une boue incroyable. Les Américains survolaient tout le monde, ils gagnaient tout le monde. Et si tu veux, Unadilla était vraiment ouvert sur l'Europe, parce que Unadilla était les premiers à quasiment faire des grands prix. Tu sais, sur la côte ouest, c'est Carlsbad, et sur la côte est, c'est Unadilla. Donc il y a plein de grands prix de ennemis, donc là où les pilotes US venaient une seule fois, tu sais, avec un numéro hyper grand, un numéro 68, tu sais, qui arrivait, et souvent qui gagnait 2 manches d'ailleurs. Donc Unadilla, il y a toujours eu ça. Yannick Carvela, un ancien pilote français qui aujourd'hui est un coach réputé aux États-Unis, me disait j'adorais aller là-bas parce que c'était une course qui ressemblait à personne d'autre. Pour info, à l'époque, il laissait l'herbe, tu sais, pousser. Ouais. Et donc, tu arrivais oui, le oui, matin oui, aux oui, essais, et en fait, ça couchait l'herbe. Ah, c'est Et magnifique. petit à petit, l'herbe à la terre, ça se mélangeait. Ça te fait pas penser un peu à la Suisse? Ah bah oui, oui, si, Comme, Payerne. voilà, comme les Grands Prix en Suisse, c'est tout. Et donc, si tu veux, le terrain ne le refaisait pas. Donc, si tu recherches des vidéos anciennes de Unadilla, tu vas voir le circuit, mais il était défoncé. Et donc, seuls les puristes arrivaient à s'en sortir. D'ailleurs, c'est marrant. Christophe Pourcel a gagné Unadilla, Marvin Musquin a gagné à Unadilla, Dylan Ferrandis a gagné Unadilla. Donc c'était, j'ai envie de te dire, c'est l'outdoor US qui est le plus européen, qui est le plus MXGP de tous. Alors parle-nous déjà, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, dont je fais partie, d'aller voir un motocross aux États-Unis. Moi j'ai vu du supercross aux États-Unis, ce qui est déjà très très bien, mais j'ai pas vu de motocross aux États-Unis. Quelles sont pour toi les différences qui peuvent frapper les gens qui arrivent pour la première fois sur un motocross américain? Ah, bah alors, le motocross, c'est le parent pauvre. Ils sont obligés d'obliger les... Alors, les marques sont obligées de contractualiser, autrement les pilotes n'iraient pas. Si tu veux, un stade de 70 000 personnes sur un terrain de supercross... En pleine ville. En pleine ville, c'est quand même beaucoup plus glam, si tu veux, que d'aller faire un outdoor. Parce qu'il faut savoir que sur la côte Est, là où il y a quasiment tout l'outdoor, non seulement il fait 40-45 degrés, mais en plus il y a un taux d'humidité qu'on ne connaît pas ici en Europe, qui est incroyable. Donc moi, la première fois que je vais faire un outdoor US, je suis invité par un Français qui habite là-bas, Nick Evenou. Ouais. Donc c'est mon oncle qui utilisait les kits déco. Donc il m'a dit, viens faire un outdoor US. Au bout de 10 minutes, à l'époque je faisais les grands prix de ennemis, je faisais dans les top 10. Au bout de 10 minutes, j'arrivais même plus à lever les fesses de la selle, tellement j'étais cuit. Mais quand je te dis par rapport cuit, à quoi? l'humidité. Si tu veux, tu as l'impression, un peu comme en Malaisie, tu sais, tu n'arrives même plus à respirer. Mais là, tu parles de Unadilla ou de tous les outdoors en général? Tout la côte Est est comme ça, de Unadilla jusqu'à la Floride. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les grands pilotes aujourd'hui ne sont plus en Californie, ils sont en Floride. Pour se mettre dans le dur, quoi. Se mettre dans le dur. Et les 2 meilleurs pilotes qui habitaient en Floride, que tu connais très très bien, c'était Carmichael et Villopoto. Ouais. Ils arrivaient, c'était des machines. Aujourd'hui, Ferrandis est venu en Floride. Et devine quoi, les frères Lawrence habitent désormais à Claremont, En Floride. où tu es allé. Parce que tu avais fait un documentaire sur Christophe Pourcel qui habitait, qui avait déjà compris que c'était en Floride que ça se passait par rapport à cette météo. Coup de bol, si tu veux, malgré des énormes pluies la veille, je ne sais pas pourquoi, je suis tombé sur une journée sèche. Donc ça ressemblait à la France. Il faisait 35 degrés, chaud, mais si tu veux, c'était très sec. Donc déjà, j'ai eu beaucoup de chance. Mais vraiment, l'outdoor US, c'est très compliqué. Donc les pilotes, il faut vraiment les pousser pour y aller. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ont un contrat. Et si tu veux, on retrouve tous les meilleurs quasiment pilotes US derrière une grille. Tous ces gens qui nous font rêver, tu sais, aux nations, ils sont là. Parle-moi des paddocks. On sait qu'en Supercross US, on est
proche quand même un peu de la F1, quoi. C'est que des gros semis, tout ça. C'est un peu ce qu'on a d'ailleurs en MXGP en Europe, où tout est très clean, enfin en tout cas le plus possible. Est-ce que tu sens qu'il y a un gap avec le Supercross US et l'investissement est finalement pas vraiment le même, ou est-ce que c'est pareil, c'est autant chirurgical? Alors, spécialement sur une Adila, si tu veux, c'est un motocross à l'ancienne. Donc, si tu veux, c'est dans un champ, le paddock. Okay. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en fait, il y a exactement comme en MXGP, tu sais, les grandes semis avec les grosses installations, des ventilateurs, 7 mécanos sur chaque moto. Donc, c'est vraiment très, très pro. Mais en même temps, ils sont dans un champ, il y a de la boue, les gens passent par-dessus les flaques d'eau, tu sais, tout ce qu'il n'y a plus en MXGP. Ah, il y a un petit côté route quand même. Eh bien, il y a un petit côté, si tu veux, c'est du MXGP comme dans les années 2000. Et honnêtement, ça plaît. Et finalement, les gens, les spectateurs, en fait, ne sont pas sensibles à ce truc, il faut du goudron, du béton. Ça, c'est vrai que c'est très bien pour les gros sponsors qui arrivent, mais pour les spectateurs, ils s'en fichent complet. Donc, si tu veux, il y avait autant de monde dans le camion de Roxon et de Digan que si ça avait été de l'enrobé. Par contre, il y a un petit côté qui est génial, c'est que quand tu arrives à une Adila, tout le monde s'est garé dans un champ, tu as une énorme ferme, tu sais, un peu comme en France, quand tu arrives à la Capelle Marival ou machin, là tu avais une grosse ferme, un peu style US, tu sais, la ferme avec le toit en plusieurs parties. Tu as l'impression vraiment d'être aux US, on est passé devant des cimetières, tu sais, avec les tombes tout bien tondues. Avec les tombes, tu as l'impression dans un clip de Michael Jackson, il y a les maisons en bois, dont certaines, on dirait qu'elles sont hantées. Enfin, tu es vraiment aux États-Unis. Et donc là, pour le coup, c'est dépaysant. Donc allez voir un Grand Prix, finalement, ils se ressemblent un peu tous en Europe. Alors que quand tu arrives aux US, vraiment, tu as l'impression d'être dans un endroit fou. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté League, mais avec Chase Sexton. Ouais, donc ça, c'est assez cool. Au niveau de l'ambiance, tu sais, les fans sur le bord de la piste, on dit souvent, tu sais, que le Grand Prix de France, Ernée, Saint-Jean-d'Angély, c'est un public qui est extraordinaire et qui est assez unique au monde et tout. Est-ce que tu sens ça, ou finalement il y a une ambiance pareille qui est survoltée, les mecs sont hyper passionnés? Alors, c'est vraiment très différent. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais pour moi, il y a entre 10 et 20 000. Et quand je dis 20 000, je suis large. Je sais que le spot est grand, je sais que c'est très très grand, mais franchement, je me suis mis au bord de la barrière tout le long. Et pourtant, il faisait beau. Et si tu veux, le public était là, mais il y a quand même beaucoup moins de public qu'à Ernée ou à Saint-Jean. Ça, il n'y a même pas photo. Et je ne te parle même pas des nations. Mais alors, le public qui vient… C'est des puristes. Ah, mais ce n'est pas des puristes. C'est des mecs qui sont venus depuis 4 jours, ils ont planté le camping-car. C'est que des mecs qui sont abonnés à MX16, quoi. Ah bah quasiment. Les mecs viennent en camping pendant 3 jours, c'est la fête. On est vraiment des mecs qui, je pense, roulent tous à peu près en moto. C'est des mecs qui viennent sur la course parce que c'est chez eux. Et si tu veux, c'est des vrais aficionados. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme j'ai retrouvé plus l'ambiance de Namur. Tu sais, où il y a vraiment les mecs qui venaient à Namur parce que c'était la citadelle, parce que c'était du cross, c'était des Belges. Le côté un peu cyclocross. Qui peut aller au mois de janvier voir un cyclocross alors qu'il pleut des cordes et qu'il fait 2 degrés? Ouais, là, il faut être passionné. Eh bien, c'est un peu la même chose. Et alors, attention, moi, j'étais jamais allé au fin fond de la campagne américaine voir un motocross. Si tu veux, j'avais fait un outdoor, mais je n'étais pas sorti dans le public. Et j'étais allé beaucoup, moi, me promener en Floride et en Californie, où c'est quand même très différent. J'ai jamais vu autant de drapeaux américains et de gens qui parlent de politique. Ah ouais. Je peux pas en dire plus parce qu'on a eu un petit souci, c'est-à-dire que YouTube, si on dit certaines choses, va nous bloquer. Alors ils ont été persuadés, le robot YouTube était persuadé qu'on avait parlé de trucs des politiques. élections. Je sais même pas s'il faut le dire. Ouais, voilà. Enfin bref, quand tu vas là-bas, il y a des panneaux énormes de gens qui vont jouer beaucoup de choses au mois de novembre prochain. Voilà, c'est ça. C'était fou et ça faisait peur, en toute honnêteté. Donc c'est très 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 à droite. Mais quand je te dis très à droite, c'est très 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 à droite. Et c'est là que tu remets le truc. C'est con parce qu'on est obligé de parler de politique sur du motocross. Mais quand tu remets le truc de James Stewart, qui arrive, qui est black, et qui gagne les 2 manches en humiliant tout le monde, c'est juste dingue. Et en fait, il faut remettre le truc dans le contexte d'il y a 20 ans. Et d'il y a 20 ans, tu vois. Donc c'est ça qui est assez fou. Et là-dessus, je vais te raconter la fin de l'histoire. Le podium MX1, le premier arrive, ouais, bravo. Le deuxième arrive, ouais, génial. Le troisième, avant même qu'il monte sur le podium, le public en furie. Il explose. Ah oui. Et si tu veux, le mec qui fait troisième, il a fait le all shot en première manche,
la vallée, elle a grondé de fou. Qui c'était? Aaron Plessinger. Avec le chapeau de cow-boy, Eh ouais. avec les tiags. Et si tu veux, le public se reconnaît en fait uniquement à travers les Américains. Et ils ont dû en baver les pauvres. Hein. Roxon, Ferrantis, Pourcel, Lorenz. Si tu veux, ils se tapent que des mecs qui sont absolument pas américains. Et si tu veux, aujourd'hui, Plessinger avec, en fait, qu'il fasse 2, 3 ou 4, le public s'en fout, il ne pense qu'à Plessinger. Je ne le savais pas. En voyant ça de loin, je me dis Plessinger, il est dans le coup, mais pas trop. Et je te jure qu'il a un contrat à vie avec n'importe quelle marque. Mais tu sais, c'est bien d'en parler parce que ça permet aussi d'expliquer pourquoi des fois certaines marques s'attachent à des pilotes qui finalement on sait très bien qu'ils ne gagneront pas. Ouais, exactement. Parce qu'il n'y a pas que la performance, il y a aussi la sympathie que tu t'attires du public, il y a l'image que tu dégages. Ouais. C'est même pas le chouchou, c'est au-delà. C'est un truc de dingue, j'avais jamais vu ça. Et donc c'était vraiment très sympa de découvrir, comme tu l'as dit, au milieu du public différent, nombre différent, façon de voir la course différente. Donc c'était sympa. Mais Plessinger, il est chez KT maintenant. Chez KTM Red Bull. Plessinger fait peut-être vendre plus de KT en faisant 4 ou 5 que certains qui sont 2 d'une autre marque. La piste, est-ce qu'on y voit une certaine différence dans la préparation, dans les textures, dans le tracé, Le tracé des gros sauts. Et pour que moi je te dise que c'est des gros sauts, c'est des gros sauts. C'est des gros sauts. Tu sautes pas la moitié des sauts. Ah oui, d'accord. Et moi, je me sors les doigts pour en sauter certains. Et là où c'est fou, c'est que le premier tour, la table qui est immense au fond, comme ça fait plusieurs années que les mecs vont sur le même circuit, ils la connaissent. Le premier tour, le matin, Roxon, il saute, il met la moto à l'envers, dans l'autre sens, au premier tour. Le public était juste dingue, tous les photographes étaient là, c'était effroyable. Donc ça, c'était vraiment le truc très canon. Donc une Adila a perdu un peu le côté terrain naturel. Ouais. Ils ont quand même mis beaucoup de sauts. La préparation, comme aujourd'hui en outdoor français. Griffé, arrosé. Ouais, rien de fou, rien de spécial. Donc c'était très bien préparé. Il n'y a aucun problème avec ça. Et la piste, par contre, la terre d'une qualité. Je cherche encore le caillou. À l'époque, ils mettaient des protège-mains à une Adila parce qu'apparemment, il y avait des cailloux. Alors maintenant, non, il n'y a plus un caillou, c'est du terreau. Mais quand je te dis du terreau, c'est imagine la plus belle piste que tu aies jamais roulée en France. Ouais. Tu multiplies par 3. Tellement c'était bien. Alors ça fait des ornières et tout, mais, clairement. Mais la piste, non, était folle avec des gros sauts, un peu moins naturels qu'à l'époque. Par contre, là où j'ai été déçu, c'est qu'il y a eu des essais le matin. C'est une séance pour les MX2, une séance pour les MX1, de 6 tours. Donc le temps de t'arrêter au paddock, t'en fais que 4 de tours. Ouais, c'est ça, ouais. Donc si tu veux, ils partent, ils font un tour pour reconnaître la piste, et après c'est les chronos. Donc si tu veux, quand tu arrives au manche, comme il n'y a eu que 10 tours de fait, il n'y a pas un trou. Première manche, pas un trou. Deuxième manche de MX2, ça commence à avoir un peu des trous. Et il y a seulement la dernière manche de la journée où le terrain était dépouillé au freinage, accélération avec un peu des trous, mais rien à voir. C'est pas si défoncé que ça. Ah non, mais rien à voir avec le MXGP. Tu peux même pas imaginer. MXGP, tu vois toutes les séances d'essai. MX1, MX2, l'Europe, les filles. C'est mort. Le terrain, il est détruit. Même moi, qui suis habitué quand même, des fois, je regarde des manches MXGP, je ferme les yeux en me disant, je sais pas comment ils font. Et ça aplatit la télé. C'est fou parce qu'il y a quand même eu pendant des années la réputation que aux États-Unis c'était plus dur, que aux États-Unis tout est plus gros, en Supercross tout est plus gros. Il y a eu la période où, si tu veux, il y avait beaucoup d'amateurs qui défonçaient le circuit avant. Donc les pros arrivaient, le terrain était dépouillé. Après, il y a eu le truc de ça griffait trop profond. Je me rappelle que Villemin m'en parlait, il me dit ils défoncent tellement le terrain, ils ne le refont pas. Donc si tu veux, tout était impraticable, sauf une trace, voire 2. Et qui se devenait défoncé. Rappelle-toi Glen Helen, les trous qu'il y avait au freinage à l'époque Carmichael. Et là, c'est plus le cas alors. Ah bah là, c'est plus le cas. Et si tu veux, j'ai remis, parce que moi j'écoute, je regarde un gros big up à Stéphane Legrand de Le Big USA, qui était présent là-bas, qu'on a vu. Donc abonnez-vous à la Big USA pour avoir des trucs un peu inside. Et donc j'écoutais les vidéos de Dylan Ferrandis et qui disait ma moto elle manque de chevaux pour arriver à me battre pour la victoire. Et j'étais dans ma tête à me dire Dylan, c'est bon, une 4,5, il y en a assez. Ah non, mais là j'étais dans un virage, si tu veux, il y avait des grosses ornières parce que c'est bien griffé, et entre l'ornière et le saut, mais c'était plat. L'autoroute. Et donc si tu veux, quand Sexton il mettait gaz, mais tu voyais clairement la KTM qui partait, et quand Dylan mettait gaz, tu voyais que la 4,5 elle marchait, mais pas tant. Et si tu veux, une demi-seconde dans chaque sortie de virage, tu es à 4 secondes au tour.
Et donc c'est là que je me suis rendu compte que Dylan avait raison, il faut une moto qui craque parce qu'aux US, si tu veux, il y a beaucoup moins de trous qu'avant. Et j'étais un peu déçu de ça. Alors, je te rassure, la deuxième manche MX1, on en reparle, c'était dépouillé. Et c'est là que tu t'aperçois de la valeur des pilotes américains. Parce qu'en fait, quand Sexton, Plessinger et Chance Aimas vont venir aux Nations, ça va être dépouillé et ils vont rouler comme si de rien n'était. C'est fou parce que toute l'année, ils roulent sur des circuits finalement pas tant abîmés que ça, mais quand ils arrivent à Lommel, les mecs, ils arrivent à switcher en mode... Après, à l'entraînement, ils se concentrent peut-être sur des trucs morts aussi, quoi. Et puis, ils ont une expérience de dingue et ça reste des pilotes de fou. Ça reste des pilotes de fou. Mais voilà, j'étais un peu déçu par la piste. Belles ornières, beau saut, mais franchement, c'était pas... je pense que les courses sont plus belles en Europe par rapport aux circuits qui sont très techniques. D'accord. Visuellement, il y a une grosse différence entre MX1 et MX2 du bord de la piste? Ah bah oui, MX2, c'est rupteur. Beaucoup de pilotes jeunes, amateurs. C'est triste, mais ça roule pas super bien. Ah ouais? Ah bah oui, et si tu veux, il y a des pilotes qui viennent de l'Europe, clairement, et qui pourraient être devant, mais si tu veux, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de trous et que ce soit des circuits à fond partout, ils ne peuvent pas sortir leur épingle du jeu comme ils devraient le faire, clairement. À cause du matos? Non, à cause du fait que la piste ne fait pas trop la différence. Ah, d'accord. Et en fait, c'est un peu les rois du rupteur et de je prends tous les extérieurs à fond. C'est pas joli. En termes de pilotage, n'importe quel entraîneur, école de pilotage, arrive là-bas. Franchement, c'est pas fou, c'était pas très beau. C'est pas fin. Et d'ailleurs, le mec qui est devant, c'est Chance Aimas, le pilote officiel Honda, qui est un petit jeune. Et il roule devant et il s'en met une au freinage dans les trous. Il n'y a pas lieu de tomber dans un freinage comme ça. Enfin, je veux dire, quand tu vois Erlings et Prado en bagarre avec Geyser qui est derrière, quand tu vois les trous qu'ils prennent à Arco di Trento, des trous béton, avec la moto qui ne touche pas le sol, eux, ils rigolent quand ils voient le freinage. Et l'autre, il s'en est mis une cabane de fou devant moi. Donc, c'est pas terrible. MX1, alors là, par contre, tu as la crème de la crème. C'est bien simple, il n'y a que des mecs qui ont gagné des grands prix, qui ont gagné des nations, qui ont gagné des Supercross US. Là, ça n'a rien à voir. Le pilotage de Sexton, tu sais, quand à l'époque, on se disait « Putain, Pourcel, il a un truc de fou. JMB, un truc de fou. » Et puis après, on se disait « Carmichael, c'est vraiment un guerrier. » Non, mais là, c'est pilotage de fou, entraînement de guerrier, moto de dingue. Ils ont tout. Ils ont toutes les cartes. En fait, à chaque fois, quand tu vois Lawrence, quand tu vois Sexton ou tu vois même Ferrandis, tu sais, les mecs à chaque fois, ou Roczen, les mecs, ils ont 4 as. Ils ont tous 4 as. Roczen revenait en 4,5. Oui, mais tu le vois aussi en MXGP, ça. C'est Ah, pas propre aux États-Unis. Tu trouves? Putain, Kay DeWolf et les frangins Cohen, franchement, quand tu les vois en MXGP, ils ont un pilotage de fou. Tu les sens d'ailleurs que tu peux les mettre sur des 4,5. Ah non, je te parlais de la catégorie MX1. Ah oui, la catégorie Rennes. 4 as, ce côté, les mecs, c'est pareil, quoi. Ouais. Moi, quand j'étais là-bas et que je regardais la MX1, j'attendais qu'une chose. Materley, les nations, à la fin de l'année, pour réunir ces 4 premiers MXGP et les 4 premiers Outdoor US. Et du bord de la piste, les MX1 aux US, c'est plus impressionnant qu'en MXGP? Pareil. C'est pareil. C'est la piste qui fait la différence, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus impressionnant, je trouve, moi, le MXGP, parce que la piste, elle est démontée. Voilà, tout simplement. Mais les pilotes se valent. J'ai eu la chance de voir le retour de Roczen, donc moto à plat dans tous les sens. 4,5 Sus qui a 10 ans de retard, clairement. Et aujourd'hui, si tu veux, il part d'eux. Et il reste dans la roue de Chase Sexton pendant un quart d'heure. Après, physiquement, il est mort. Mais si tu veux, il est dans le coup et il attaque. Tout le monde est derrière lui. Il avait la classe. Milo, évidemment, il ne pouvait plus retenir sa joie. Il courait de barrière en barrière. Donc ça, c'était plutôt sympa. J'ai eu la chance de quasiment voir le podium de Ferrandis. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? Si tu veux, il est sur le podium dans le dernier tour, à 100 mètres de l'arrivée. Sauf que là-bas, tu sais, il y a 40 pilotes derrière la grille. Ouais. Tout le monde dit que c'est génial, sauf que les 10 derniers, sans déconner, je pense que moi je me qualifie. Ah ouais? Bah ouais, donc du coup, t'imagines bien que dans le dernier tour, il est en grosse bagarre. Au moment où il arrive dans la petite descente, où tu vires à l'arrêt et que tu remontes, il y a 4 attardés devant lui. Donc s'il prend extérieur, l'autre le passe par l'intérieur. Et s'il prend intérieur, il se fait bloquer par les attardés, donc du coup le mec le passe. Ouais, donc il se fait passer dans le dernier tour, mais honnêtement, il avait le podium dans la main. J'ai envie de te dire que c'est pas vraiment de sa faute sur ce coup-là. Il devait être fou d'ailleurs. Tu l'imagines? On le connaît, Dylan. Hein, gros caractère, il arrive dans la dernière descente, il est deux de l'épreuve quasiment. Non, excuse-moi, il arrive dans la dernière descente, il est 3 de l'épreuve, il ressort, boum, limite il est 5. Bref, j'ai passé un super bon moment grâce aux gens de chez Elf. Je le rappelle, là-bas, ils sont là-bas pour vendre du premium, de l'essence et puis de la HTX. Tu sais, c'est l'huile haut de gamme. Donc on retrouve tout ça sur notre boutique.
Donc on a les fûts de MIT 46 qui donnent 1 chevaux, tu sais, pour les 125, sans même rien toucher. Ouais. Tu peux aller plus loin. Et on a les fûts justement de l'essence 4 temps qui donnaient, je me rappelle combien, 2 chevaux. Hein, Ouais, c'est assez énorme. sans rien faire. Donc eux, c'est ce qu'ils vont vendre là-bas. Ils vont mettre en place tout un réseau pour que les... Tu sais que les Américains roulent que avec l'essence Racing. Hein. Ouais. Parce Ah que bah l'essence de la pompe, c'est du 95, mauvais 95. Donc si tu veux, eux, ils vont rouler. Il y a beaucoup, une autre marque qui abreuve tout le monde. Donc l'idée, c'est que Elf aux États-Unis devienne vraiment, vraiment célèbre avec ça. Et puis nous, sur la boutique, on va continuer notre bonhomme de chemin. On vend, tu sais combien on a vendu de fûts déjà? Non. On a déjà vendu 10 fûts. Ah ouais, quand même. Elf en 4 mois, là. Donc souvent pour des 125 de temps. Mais en l'occurrence, si vous voulez de l'essence Racing française, on a ce qu'il faut si vous allez sur la boutique mxtest.fr et vous retrouverez tout ça. Je me languis de voir ce que ça donne et j'espère que le Unadilla Motocross by Elf restera l'année prochaine et pourquoi pas, je t'emmènerai.